super, merci beaucoup. Vedi che Alors, c'è? Vediamo che le cosa plan fare. du cours, C'è heu, la zucca. Vabbè, la zuffa non la faccio. juste si vous pouvez arrêter votre micro parce que du coup on entend ce que vous dites. Merci beaucoup. Alors la première description d'un cas d'insuffisance rénale aiguë survenu durant les bombardements de Londres, donc une jambe écrasée qui a donc c'est à partir de cette période, donc ça va faire bientôt 20 ans, 100 ans, uniquement qu'on s'intéresse à l'insuffisance rénale. Avant, on ne savait pas ce que c'était et on ne s'intéressait pas trop aux reins. Alors, la définition de l'insuffisance rénale aiguë est très insuffisante aujourd'hui et les multiples conférences de consensus qui se suivent n'arrivent toujours pas à nous pondre une définition un peu plus adaptée à notre situation. Donc, la définition est basée sur l'augmentation de la créatinine et la diminution du débit urinaire. Et durant tout ce cours, je vais passer mon temps à vous expliquer pourquoi cette définition n'est pas bonne et que, en fait, l'insuffisance rénale aiguë ne se manifeste pas forcément par une augmentation de la créatinine. Donc, ce sont des critères qui sont utilisés bien sûr pour des raisons épidémiologiques, mais en pratique courante, on n'a pas vraiment utilité. L'incidence d'insuffisance rénale post-op modérée à sévère dans les cas d'hépatie congénitale, 40% chez l'enfant, 50% chez le nourrisson, 60% chez le nouveau-né. Donc, il y a quand même quelque chose qui nous frappe tout de suite. Plus l'enfant est jeune, plus il est exposé à faire à risque de faire une insuffisance rénale. Et on va comprendre durant le cours pourquoi. Alors, oui, l'insuffisance rénale, c'est important de s'y intéresser parce que c'est un facteur de risque indépendant de décès post-opératoire. Alors, c'est une diapo américaine, ce qui fait que, et qui montre que l'insuffisance rénale stade 3, donc sévère, représente un facteur de risque très important puisque l'odds ratio est de presque à 10, donc augmente presque 10 fois le risque de décès en post-opératoire, plus que le fait d'avoir un monticule unique et un support ECMO, qui est peut-être sûrement même vrai aux États-Unis, mais pas en France. Et chaque fois que vous lisez des papiers américains, il faut que vous fassiez cette différence parce que nos pratiques sont pas les mêmes. Alors, ce qu'on appelle ventricule unique aux États-Unis n'est pas la même chose que nous, on appelle ventricule unique. En Europe, on est très focalisé à réparer les cardiopathies à deux ventricules, et c'est vraiment les hypo-VG et les atrésies tricuspides qui sont pour nous des ventricules uniques. Ou après, aux États-Unis, il suffit d'avoir un CIV avec un straddling un peu, une tricuspide un peu compliquée, et vous pouvez être catalogué ventricule unique, physiologie ventricule unique, et la réparation suit effectivement le programme Fontan. Et bon, ce sont des très bonnes formes de ventricule unique, vous êtes d'accord, et qui sont pas comparables à ce que nous on appelle ventricule unique, l'hypo-VG et l'atrésie tricuspide. Et le fait d'avoir un ECMO, oui, c'est un facteur de risque de décès, mais le fait d'avoir une insuffisance rénale très sévère est donc comparablement un facteur de risque très important. Donc, ce n'est pas une maladie à négliger. Alors encore un problème d'épidémiologie, c'est ce que les gens ont rapporté comme étant insuffisance rénale. Donc il y a des gens qui ont rapporté des fréquences très élevées d'insuffisance rénale avec des mortalités basses, comme par exemple dans ces papiers-là, 22% d'insuffisance rénale aiguë mais que 30% de mortalité. Donc ça voudrait dire que ceux qui, eux, ils ont reporté insuffisance rénale aiguë n'étaient pas forcément comparables à ceux que ceux-là, par exemple, ont reporté comme insuffisance rénale aiguë et qui, eux, ils ont 50 à 70% de mortalité. Donc la définition, encore une fois, elle est très imparfaite. Et il y a même des papiers encore plus anciens qui reportent comme insuffisance rénale aiguë les patients qui étaient déjà dialysés uniquement. Donc là aussi, ce n'est pas la même chose qu'avoir une augmentation de 50% de la créatinine en post-op. Donc les définitions posent problème. Le risque, pourquoi c'est aussi important de s'y intéresser? Parce qu'il y a un risque à long terme de développer une insuffisance rénale chronique. Alors, au stade des études où vous êtes, vous savez bien sûr que l'insuffisance rénale chronique, c'est une maladie inévitable de chaque être humain.
comme la sénilité, est une maladie du cerveau inévitable. On y arrive tous et si on vit suffisamment longtemps. Et donc le rein, tout comme le cerveau, ne peut pas se régénérer et il y a une perte obligatoire d'unité néphronique durant toute notre vie. Et si on vit suffisamment longtemps, on finit par avoir une débit de filtration glomérulaire très très faible et être un sang rénal du fait de notre âge. Alors, le problème de l'insuffisance rénale aiguë, c'est qu'elle accélère l'arrivée à cette insuffisance rénale chronique. Et donc, là, c'est selon le stage la gravité de l'insuffisance rénale post-op, on voit que il peut avoir des diminutions significatives du débit de filtration glomérulaire. Je pense que c'est une étude prospective. Je pense que si je me souviens bien, l'évaluation a été faite dans les 5 ans qui suivaient l'opération, donc le post-op. Donc, vous voyez, ce n'est pas négligeable, effectivement, d'avoir chez un enfant un débit de filtration inférieur à 60, c'est gravissime. Ça, c'est un débit de filtration d'une personne de 70-80 années. Le fait d'avoir une hypertension, l'hyperfiltration, c'est le premier stade de l'insuffisance rénale chronique. Donc, oui, c'est une maladie qui mérite notre attention. Alors, il y a donc plein de sociétés savantes qui se réunissent régulièrement et puis qui essayent un peu cadrer les choses. Et donc, notamment, ce qui nous intéresse, c'est les facteurs prédictifs et les facteurs de risque. Peu de facteurs prédictifs de l'insuffisance rénale aiguë, ça commence mal. Là, on parle bien sûr de l'insuffisance rénale en chirurgie cardiaque. Il y a des facteurs de risque préopératoires, il y a des facteurs de risque durant la chirurgie, et puis il y a des facteurs de risque post-opératoires, donc préopératoire que voilà, intraopératoire. Donc ça revient un peu toujours à la même chose. Le fait d'avoir un bas débit, forcément intra ou post-opératoire, est un facteur de risque, clairement. Le fait de partir d'emblée avec une insuffisance rénale chronique est un facteur de risque, c'est clair. Le fait d'être anémique, le fait d'être transfusé, le fait d'être fait en hypothermie, le fait d'avoir un clampage long, d'avoir un CEC long, tout ça, ce sont des facteurs que probablement vous connaissez déjà. Et en post-opératoire, encore une fois, le bas débit, l'hypovolémie, les agents néphrotoxiques sont des facteurs de risque. Le problème, et c'est ça qui est très décevant dans ce domaine, c'est que on n'a toujours pas la solution et on est à très 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 peu de choses, très peu de moyens de monitoring et de prévention de l'insuffisance rénale. Ce qui fait que ce cours va être assez court parce que vous allez voir à la fin, j'ai même une diapo qui va vous déprimer carrément. Alors, physiopathologie. Alors, le rein, l'unité néphronique est faite de 2 parties, le glomérule et le tubule. Alors, le glomérule, c'est lui qui fait la filtration et il filtre énormément, mais c'est un processus passif qui est simplement lié et dû à la pression artérielle que nous avons au brassard. Donc, ça consomme pas d'énergie. Le débit sanguin cortical est très très élevé. Le glomérule a une perfusion de luxe. Il travaille, il filtre passivement, il consomme pas d'énergie. Il a un hématocrite super puisque c'est l'hématocrite systémique. La PaO2 dans le glomérule est assez élevée. Un métabolisme aérobie, mais il est très faible son métabolisme. Il consomme pratiquement pas d'énergie. Alors que le tubule, lui, c'est tout le contraire. Il travaille énormément, il absorbe 99% de ce que a filtré le glomérule, il consomme 90% de l'énergie totale que consomme le rein, et malgré tout, il a un débit sanguin qui est très très faible, 10 fois plus faible que le débit sanguin cortical. L'hématocrite, il est aussi plus faible qu'au niveau cortical, environ 50% plus faible, et la PaO2 est très faible puisque à ce niveau, il y a beaucoup d'extraction d'oxygène du fait de ce métabolisme qui est très intense. Et en plus de ça, c'est vraiment au niveau de la médulaire et plus en profond, on descend dans la médulaire, moins il y a de débit sanguin. Alors, il y a 2 parties de ce tubule, la partie qui est superficielle,
qui, elle a encore un métabolisme aérobie. Il y a encore un peu d'oxygène, 15 à 30 mm mercure qui arrive. Et donc, il est habitué à les recevoir, ces 15 à 30 mm mercure. Alors, la partie profonde de la médulaire, elle est déjà habituée à travailler en anaérobiose, donc elle n'en a même pas besoin d'oxygène pratiquement. Et donc, c'est cette partie de la médulaire superficielle qui est finalement à plus de risque de souffrir lorsque vous avez une diminution du débit sanguin rénal, puisqu'elle a besoin de ces 15-30 mm mercure. Alors, à cela, dans notre domaine, s'ajoute la l'immaturité rénale du nouveau-né. Le débit de filtration glomérulaire à la naissance est de 5 à 10 millilitres minute et donc bien sûr apporté à la surface corporelle. Et elle très doucement augmente à 40 millilitres minute et indexée à la surface corporelle durant la première semaine. Et c'est pour ça, peut-être que vous êtes demandé pourquoi les nouveau-nés qui ont une cardiopathie, pourquoi on les opère pas le jour de leur naissance. Et ben parce qu'on leur donne toujours quelques jours pour récupérer un peu de leur débit de filtration glomérulaire. C'est une augmentation physiologique. C'est physiologique de naître avec un débit très faible, mais la conséquence de ça, c'est que s'ils sont en surcharge hydrique, ils sont incapables de l'éliminer. Donc, comme en post-op de chirurgie cardiaque, on est toujours un peu en surcharge hydrique parce qu'on vient d'avoir une CEC longue, eh bien, c'est un peu normal de ne pas se jeter sur le nouveau-né, de lui donner la chance d'augmenter son DFG pour qu'il soit plus indépendant, plus capable de gérer ses sorties d'eau en post-opératoire. À côté de ça, il y a un niveau de très très élevé d'angiotensine 2, qui est un vasoconstricteur très puissant, et ce qui fait que les résistances vasculaires rénales sont très très élevées à la naissance et diminuent progressivement durant la première semaine de vie. Donc non seulement le rein est incapable d'éliminer l'eau, mais en plus de ça, il est extrêmement vasoconstricté. Donc il faut vraiment temporiser chez les nouveau-nés autant que possible les interventions qui vont avoir besoin d'une CEC. Alors, dans la publication, on trouve des facteurs de risque classiques. Le temps de CEC est un facteur de risque très important. Donc, plus la CEC est longue, plus il y a de risques. La complexité de la chirurgie, ce qui est un peu lié à la durée de la CEC, plus c'est complexe, plus ça augmente le risque d'insuffisance rénale. Et puis l'âge. Lorsqu'on est un peu plus âgé, on a quelques années de plus, on est moins à risque. C'est pour ça que le ratio est inférieur à 1 que lorsqu'on est durant les 2 premières années de vie. Et moi, je dirais, lorsqu'on est nouveau-né, c'est là qu'on est au top du risque. Alors, ces conférences de consensus se suivent et se ressemblent beaucoup. Voilà, donc intra et post-opératoire, le bas débit évidemment, l'anémie, l'hypotension, le réchauffement après l'hypothermie, et là on va revenir avec une diapo. Donc en fait l'hypothermie a eu pendant des années cette bonne presse comme quoi elle conservait les organes du fait de la température basse. Le problème, c'est que après hypothermie, il faut réchauffer. Et donc, au moment du réchauffement, le métabolisme de l'organe, donc là en l'occurrence du rein, augmente brutalement. Et si le débit sanguin de perfusion ne suit pas cette augmentation brutale, il y a un déséquilibre et puis c'est là que en fait le rein peut souffrir. Et puis il y a la toxicité tubulaire de plusieurs produits qui sont malheureusement un peu inévitables durant la chirurgie, l'hémolyse et les transfusions. Eh bien, durant toute CEC, il y a un degré d'hémolyse, même si elle n'est pas visible, même si les urines restent claires, il y a toujours de l'hémoglobine libre du fait du passage du sang dans le circuit. Et dans les transfusions, dans les poches, il y a toujours des globules rouges qui sont lysés. Donc, il y a toujours l'hémolyse dans les poches aussi. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a dit au cours CEC qu'il faut prendre des poches très fraîches lorsque vous faites la CEC chez les nouveau-nés. De moins de 5 jours idéalement, voire de moins de 10 jours.
L'inflammation et le stress oxydatif sont aussi des facteurs malheureusement inévitables durant la CEC. Malgré tout ce qu'on a essayé pour réduire l'inflammation, il va y avoir une inflammation. Et puis un troisième grand groupe de facteurs de risque, la congestion veineuse. Et là, on va revenir un peu dessus. Alors, à cela, donc, ça s'ajoute l'âge à la chirurgie. Donc là, c'est un odds ratio qui est calculé pour chaque jour de vie. Et il est inférieur à 1 parce qu'il prend le jour de la naissance comme référence. Donc, plus vous vous éloignez du jour de la naissance, vous diminuez de 3% avec chaque jour que vous éloignez de la naissance le risque d'insuffisance rénale. Et l'âge gestationnel, plus vous êtes prématuré, plus chaque semaine de prématurité vous augmente le risque d'insuffisance rénale de 17%, moins 0,423. Et donc, dans cette étude, vous voyez, l'insuffisance rénale chez le nouveau-né était de 64% d'incidence. Donc, vraiment pas négligeable. Alors moi aussi, je me suis intéressée, et puis notamment, il y a une quinzaine d'années, sont sortis énormément de nouveaux marqueurs d'insuffisance rénale, et ça marchait super bien en chirurgie cardiaque pédiatrique, puisque les enfants n'ont pas de comorbidité. Lorsque ces marqueurs avaient été étudiés chez l'adulte, ils avaient des valeurs prédictives beaucoup moindres, parce que l'insuffisance rénale de l'adulte, elle est multifactorielle. Les adultes ont déjà l'hypertension, ils ont déjà le diabète, ils arrivent déjà avec des débits de filtration faibles et donc une insuffisance rénale chronique préexistante à leur chirurgie cardiaque, notamment les personnes âgées qui viennent pour des remplacements valvulaires, pour dissection aortique et autres. Donc forcément, chez ceux-là, ces marqueurs qui sont purement des marqueurs d'atteinte ischémique du tubule rénal avaient des valeurs prédictives moindres. Mais en pédiatrie, les enfants arrivent à la chirurgie avec des reins normaux, et donc ça marchait super bien. Donc tout le monde en pédiatrie s'est jeté sur ces marqueurs pour les étudier. Et donc j'ai fait pareil qu'eux, et donc j'en ai étudié un qui s'appelle, un nom compliqué, c'est une lipocaline qui est sécrétée par les neutrophiles, donc une protéine qui est sécrétée par des cellules inflammatoires qui se trouvent dans le tubule. Et donc qui vont être à l'origine de cette inflammation rénale du tube liée à l'hypodébie. Et donc, le grand avantage de ces molécules était qu'ils étaient dosés dans les urines. Donc, il n'y avait pas de passage systémique pour qu'il y ait un métabolisme je ne sais où. Et donc, cette NGAL, cette lipocaline, était vendue comme la nouvelle troponine rénale, puisqu'elle devait suivre au pas l'évolution de l'atteinte tubulaire aiguë. Voilà, donc moi j'ai fait énormément de mesures. On avait plus de 1000 échantillons. On a mesuré avant, après CEC, 1 à 3 heures après, 3 à 6 heures après, 6 heures, voilà. Jusqu'à 48 heures, on n'a pas arrêté de mesurer. Et donc, on a trouvé ces trois profils évolutifs de cette molécule dans les urines, donc. Donc, les très sévères, il y avait 4 patients qui étaient très sévères, et ceux-là, effectivement, 2 parmi eux étaient décédés. Ils avaient été repris, ECMO, dialyse, tout ça. Il y avait un groupe un peu plus faible qui avait une augmentation assez importante de ce marqueur, mais assez vite, moins de 12 heures plus tard, ça revenait à peu près. Et puis la majorité des nouveau-nés, c'était des enfants de moins d'1 an. La majorité des nouveau-nés, des nourrissons, il y avait un petit pic comme ça, 1 à 3 heures après la CEC, et puis après ça se normalisait. Donc ce qui était aussi très intéressant, c'était que c'était très précoce. 1 à 3 heures après la CEC était vachement bien, parce que cela voudrait dire que le chirurgien avait le temps, avant de rentrer chez lui le soir, de poser d'emblée un cathéter de dialyse pour que durant la nuit, on puisse dialyser l'enfant si effectivement il se mettait en anurie du fait de son insuffisance rénale. Bon, finalement, ce marqueur n'a pas vraiment pris pour d'autres raisons commerciales, etc. Mais pour moi, la trouvaille la plus importante de cet énorme effort qu'on a fait, c'était ça. C'est de voir que dans le groupe normal, juste après CEC, le marqueur il est normal, alors que dans les autres, c'est juste après CEC que le marqueur était déjà élevé, et de manière très significative. Donc ça voudrait dire
que les facteurs de risque post-op, certes, sont présents. Si on fait des conneries en post-op, on aggrave les patients. Mais ça voudrait dire que ces patients avaient déjà une atteinte à la sortie de CEC. Donc, il s'était passé quelque chose durant la CEC. Et c'était pas des CEC mal conduites. On était une équipe, à Necker, on était une équipe très habituée. On avait des perfusionnistes qui ne faisaient que ça de la cardio congénitale. Donc la CEC était bien conduite. Donc il s'était passé quelque chose durant la CEC et qui avait été à l'origine de l'atteinte rénale à la sortie de CEC déjà. Ok, alors une autre diapo pour vous montrer que c'est vraiment la CEC, pour vous convaincre de ça, qui est à l'origine de cette atteinte tubulaire post-opératoire. Alors la protéinine, vous n'avez peut-être pas entendu parler parce que ça maintenant ça va faire 20 ans que cette histoire a été réglée. C'était une protéine qu'on donnait pour diminuer les saignements post-opératoires et elle était tellement répandue qu'on pouvait même pas s'imaginer à faire une CEC sans donner la protéinine. Bon. Et puis un jour, dans le New England est sorti une grande étude qui a montré en rétrospective, avec des statistiques très sophistiquées, qu'en fait, elle était à l'origine de l'insuffisance rénale. Et tout le monde a dit bon bah non, il faut l'arrêter. Elle a été interdite au plan européen. Alors en Angleterre, les gens continuaient à l'utiliser, étaient tellement convaincus qu'elle était indispensable, qu'elle faisait signer de l'accord des patients, comme quoi ils sont d'accord malgré le risque de l'utiliser quand même pour ne pas qu'ils saignent en post-op. En fait, il s'est rien passé. On a arrêté du jour au lendemain. Les patients n'ont pas saigné plus. Et d'ailleurs, on a aussi observé qu'il faisait pas on n'a pas forcément changé la prévalence de l'insuffisance rénale, malheureusement. Mais bon, ça a eu au moins le bénéfice quand on s'est débarrassé de ce produit inutile. Alors en pédiatrie, évidemment, on a aussi des études qui ont étudié ça. Donc là, en point noir, vous avez les patients qui ont eu la protéinine. En point blanc, ceux qui n'ont pas eu la protéinine. Là, sur l'axe des X, nous avons le temps de CEC et en ordonnée, on a l'écart de créatinine par rapport à la créatinine pré-op. Et donc, nous sommes choqués de voir que dans ce cadran, il n'y a personne, aucun patient. Donc, ça voudrait dire que si la CEC dure moins de 100 minutes, aucun patient n'a d'augmentation de la créatinine de plus de 50%, qui est la définition de l'insuffisance rénale aiguë post-op, augmentation de 50%. Donc, en fait, à protéinine ou pas à protéinine, ils sont placés parfaitement de manière identique. Ils sont tous superposables, donc la protéinine n'a aucun effet sur l'augmentation de la créatinine. En revanche, la durée de la CEC est un facteur majeur. Moins de 100 minutes de CEC, aucun patient n'a fait de l'insuffisance rénale. Alors, regardons un peu en détail. C'est une diapo qui reprend un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, nous avons la partie corticale, donc avec les glomérules, et la partie médulaire avec les tubules. Et on va s'intéresser à la partie médulaire, bien sûr. Alors, en conditions normales, on a dit 90% de la consommation d'oxygène du rein se passe dans les tubules et notamment se passe dans la partie superficielle du tubule parce que c'est là qu'on va résorber 99% du sodium qui a été filtré par le glomérule. Et puis, donc ça, c'est quelque chose c'est une pompe active qui donc utilise de l'oxygène et puis l'eau va suivre passivement parce qu'évidemment, on va pas pisser 99% de notre plasma en permanence. Donc, c'est là que les choses se passent, c'est là que le rein travaille. Or, comme on a dit, à ce niveau-là, la PO2 est très faible. Or, lorsqu'on fait une CEC, on va avoir une vasoconstriction rénale et notamment, elle sera une vasoconstriction tubulaire. Il y a une dysfonction endothéliale par problème de disponibilité du monoxyde d'azote. En fait, les théories actuelles sont très en faveur du rôle du monoxyde d'azote dans la vasodilatation rénale qui protège donc le rein de l'ischémie. Or, durant la CEC, comme on a dit, il y a de l'hémolyse. Il y a de l'hémolyse et si vous transfusez en plus des poches anciennes, il y a encore plus d'hémolyse dans les poches transfusées. Donc il y a l'hémoglobine libre qui est un chélateur extrêmement
extrêmement puissant du monoxyde d'azote. Donc, si vous donnez à quelqu'un, si quelqu'un a une hémolyse, il fait une insuffisance rénale obligée puisqu'il n'y a plus de NO pour protéger ces tubules et pour vasodilater ces tubules pour que les tubules puissent être perfusés. Et puis après, voilà, donc l'atteinte est toujours au niveau des tubules, des cellules du tubule proximal. Et puis a posteriori, il va y avoir donc une desquamation de ces cellules qui vont boucher les tubules, et puis forcément la pression à l'intérieur du tubule va augmenter. Et donc, c'est comme ça que ça va se répercuter ensuite sur le glomérule, où le glomérule ne pourra plus filtrer puisque la pression en aval est trop élevée. Et c'est comme ça que la diurèse va s'arrêter. Mais quand la diurèse s'arrête, c'est déjà très très tard. Ça voudrait dire que déjà le tubule a nécrosé et il s'est déjà exfolié et il a bouché la lumière du tubule. Donc c'est très tard que la diurèse, c'est trop tard d'intervenir lorsque la diurèse diminue. Or, vous avez vu dans la définition de l'insuffisance rénale, c'est la diminution de la diurèse qui est mise en avant comme critère diagnostique. Donc c'est une très mauvaise définition de notre point de vue en GIEC cardiaque PED. Alors comment se protège le rein? Alors il y a donc l'autorégulation rénale. Dans tous les organes, on a de l'autorégulation. Le plus important, c'est l'autorégulation cérébrale, suivie par l'autorégulation du rein. Et puis, les mécanismes d'autorégulation sont un peu moins exprimés dans les autres organes. Mais le rein est numéro 2. Donc, il a plusieurs mécanismes. Donc, j'ai fait ces 3 colonnes très, très disproportionnées pour vous donner une idée de l'importance de chaque mécanisme. La réponse myogénique est la plus importante. 50% de l'autorégulation, c'est la réponse toute bête du vaisseau qui, lorsque la pression à l'intérieur du vaisseau augmente, va se vasoconstricter. C'est très rapide, en moins de 10 secondes, c'est enclenché. Et donc, voilà. Deuxième réponse, feedback tubulo-glomérulaire. Alors, ça consiste en vasoconstricter l'artériole afférente, donc juste avant le glomérule, en réponse à l'augmentation du sel qui arrive au niveau du macula densa, donc au niveau du tubule proximal. Pourquoi? Parce que lorsque le rein a beaucoup filtré, il y a beaucoup de sel qui va arriver à macula densa et donc du coup elle va devoir énormément travailler pour le résorber. Sinon on perd notre sel et notre eau et on se déshydrate en quelques minutes. Or le rein n'a pas autant d'oxygène que ça et donc du coup vite il va vasoconstricter le glomérule pour qu'il arrête de filtrer autant. Donc ça c'est un mécanisme qui se déclenche aussi assez rapidement en moins d'une minute. Donc 90% de la réponse de l'autorégulation rénale consiste en ces deux mécanismes-là. Donc en fait, contre quoi nous protègent ces deux mécanismes-là? La première, si on fait un effort, qu'on a une hypertension parce qu'on a fait l'effort, que notre tension a augmenté, qu'on est tachycarde, on veut pas que notre filtration glomérulaire qu'on perd notre sel et notre eau uniquement parce que notre pression a augmenté, parce que la filtration glomérulaire va augmenter si la pression à l'intérieur du glomérule augmente. Or, la pression que vous générez au moment où vous faites de l'effort est exactement la pression que reçoit le glomérule. Donc lui, c'est une filtration passive, il va filtrer. Donc l'eau va partir dans le tubule. Donc on ne veut pas faire ça, on veut garder notre eau et notre sel pour finir notre jogging. Et donc du coup, on va vasoconstricter l'artériole afférente au glomérule. Deuxième réponse, si malgré tout le sel arrive au macula densa, il y a un deuxième mécanisme, il y a un deuxième message qui est dit revasoconstricter moins cette artériole afférente pour ne pas que le glomérule filtre trop. Mais c'est ça notre autorégulation. Elle nous protège contre la perte de l'eau et de sel. Elle nous protège très très peu contre la diminution du débit sanguin rénal. Elle nous protège contre l'augmentation du débit sanguin rénal. Et donc, ce troisième mécanisme, donc on n'a toujours encore pas bien compris comment il marchait, une faible vasodilatation au niveau de l'artériole afférente et efférente aussi pour perfuser le tubule,
lors des chutes du débit sanguin rénal. Mais c'est très faible, c'est tout faiblard. Et donc, du coup, on n'est pas vraiment protégé contre le bas débit rénal du fait de notre autorégulation. Alors, je dis, en plus de ça, cette autorégulation, elle est abolie très vite. Donc là, c'est une étude animale, abolition de l'autorégulation cérébrale, vous voyez, je sais plus ce que c'est des rats ou quoi, à 37-40 mm mercure. Donc jusqu'à 35-37 mm mercure, le cerveau est encore protégé, mais le rein ne l'est déjà plus, puisque lui, il a besoin de 60 mm mercure pour que cette autorégulation ne soit pas abolie. Donc même faiblarde, cette autorégulation est abolie très vite au niveau du rein. Donc c'est le cerveau qui est privilégié, le rein, il est sacrifié en premier. Ça, bon, c'est le rein, mais on imagine que chez nous, c'est à peu près la même chose. Du coup, on est mal protégé. En tout cas, ce qui est intuitivement tout de suite nous vient, c'est on va devoir maintenir une bonne pression de perfusion pour protéger le rein. Alors, en utilisant ces dosages que j'avais faits, et donc le diagnostic basé sur ce marqueur et non pas sur la créatinine et la diurèse, j'avais essayé à trouver quelles étaient les pressions acceptables pour que en CEC pour que on évite la nécrose tubulaire aiguë. Et donc, si ça c'était la pression moyenne normale pour l'âge chez un enfant calme, réveillé et tout, eh bien, on avait trouvé que, basé donc sur ce nouveau marqueur, que une diminution de 30%, bah déjà de la pression par rapport à la pression normale était un facteur prédictif, mais surtout une diminution de 40 voire 50%, et avec une durée aussi qu'on a déterminée, avait une valeur prédictive pour une augmentation de ce marqueur de nécrose tubulaire aiguë, donc une insuffisance rénale. Donc, vous voyez, 40% pendant 20 minutes, 50% pendant 5 minutes. Donc, il faut pas tolérer les pressions basses en CEC. Alors, le rein, il est vraiment très, très mal fait, car il y a en plus de ça un contrôle différentiel entre la corticale et la médulaire, en termes de débit sanguin. Donc, même si le débit sanguin global du rein est maintenu, la médulaire est malgré tout mal lotie parce que il y a de mécanismes différents qui maintiennent le débit sanguin à ces deux niveaux différents. Et donc là, on a encore une étude animale qui nous montre la PO2 au niveau de la corticale et la PO2 au niveau de la médulaire. Donc, ce sont des animaux, bien sûr. Là, nous avons la pression artérielle moyenne. Là, nous avons le débit sanguin rénal global. Là, nous avons la PO2 corticale et la PO2 médulaire. Alors là, l'animal est conscient, premier temps. Là, l'animal est mis sous anesthésie générale. Et là, l'animal est mis sous CEC. Donc, lorsqu'on endort l'animal, bien sûr, la pression diminue, et lorsqu'on le met sous CEC, elle diminue encore plus. Le débit sanguin rénal diminue, évidemment. La PO2 corticale, je mets l'animal en anesthésie et je mets l'animal en CEC, ne change pas. La PO2 médulaire change très significativement. Donc, pourquoi espérons qu'on va comprendre un jour, la corticale est protégée, la médulaire n'est pas protégée. Donc, c'est toujours la médulaire qui souffre. Donc, une autre diapo que je ne vais pas détailler, juste pour vous dire que lorsque l'anémie est présente, c'est encore pire. Les animaux anémiques vont diminuer encore plus leur débit médulaire. Alors, ça, ce sont des simulations, des trucs assez sophistiqués à partir de données recueillies chez des animaux.
toujours pour montrer que la PO2 dans la médullaire externe baisse beaucoup. Donc là, la baseline, c'est la petite étoile. On met en CEC, hypothermie, là en l'occurrence. Et là, la CEC, on la réchauffe et la PO2 médullaire baisse encore plus. Là, on bypass finalement aussi, mais beaucoup plus significativement lorsqu'on a besoin à faire de l'hypothermie. Et donc pourquoi? Parce que lorsqu'on réchauffe, l'augmentation de la consommation d'oxygène du rein augmente très vite. Vous voyez, le rein, il est un peu comme le cerveau, il est branché directement presque sur l'aorte. C'est pas comme les autres organes, vous avez beaucoup de ramifications, beaucoup de distance entre l'organe et l'aorte. Donc, quand vous injectez du sang chaud dans l'aorte, il est directement en contact avec le rein, donc le rein se réchauffe d'un coup. Faut-il encore que le DO2, le transport d'oxygène, suit le mouvement. Et c'est pour ça que il ne faut pas injecter avec on dit qu'il faut pas, mais c'est vrai qu'en réalité, on le fait malheureusement un peu trop souvent. Et il faut pas. Donc, le risque d'insuffisance rénale augmente d'un tiers lorsque tous les 10 minutes passées avec une ligne artérielle supérieure à 37 degrés. C'est une diapo à montrer aux chirurgiens surtout qui veulent un peu trop vite réchauffer les enfants. Alors après, toujours à la même époque, il y a 15 ans maintenant, où on a beaucoup parlé de l'insuffisance rénale aiguë. Aujourd'hui, c'est un peu retombé. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus des complications neurologiques. C'est pour ça que demain, on a une session beaucoup plus longue dédiée à ça. Mais il y a 15 ans, c'était le sujet chaud, l'insuffisance rénale aiguë. Eh bien, il y a des auteurs allemands qui ont développé une autre théorie. Est-ce que l'insuffisance rénale aiguë liée à la CEC n'est pas tout simplement liée aux produits néphrotoxiques? Donc effectivement, on a de l'hémolyse, c'est obligatoire, qu'on transfuse ou pas. Et donc, cette hémoglobine libre, elle traverse librement le glomérule et donc elle va se trouver dans les tubules. Or, dans les tubules, l'environnement est très acide. Le pH est très bas et donc cette hémoglobine va précipiter et donc elle va commencer à boucher, à obstruer les tubules. Alors après, elle va, et c'est un très fort chélateur du monoxyde d'azote. Et donc là, et là, elle est aussi un très fort agent de peroxydation des membranes tubulaires. Donc elle est très 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 toxique pour les tubules rénales et donc comme malheureusement elle est un peu inévitable, on a eu les propositions. Par exemple, il y a eu des auteurs qui ont proposé de donner du bicarbonate pour que cet environnement acide devienne un peu plus alcalin et éviter la précipitation de l'hémoglobine libre. Je pense que j'ai laissé la diapo un peu plus tard lorsqu'on parle de la prévention ou le traitement. Ça n'a pas eu un succès phénoménal. Et donc aussi, ce qui est sûr maintenant, c'est que dès qu'il y a de l'hémoglobine libre dans les tubules, il n'y a plus de monoxyde d'azote dans les tubules. Et or, le monoxyde d'azote, c'est le facteur principal qui vasodilate la circulation sanguine à cet endroit. Alors, le risque est lié bien sûr aux transfusions aussi, parce que du fait de cette hémolyse inévitable dans les poches de sang, et donc ça c'est une étude adulte, pour chaque kilo additionnel chez un adulte, on augmentait le risque de 20%, 22%. Alors, la question qui s'était posée aussi chez les nouveau-nés, est-ce que les produits de contraste qu'on utilise, parce que c'est pas rare qu'on ait besoin de faire des angiographies la veille de l'intervention pour que le chirurgien sache exactement ce qu'il a à faire. Et donc ça a été très inquiétant, mais finalement cette étude semble plutôt très rassurante, en disant que même si on faisait cette angiographie, le scanner injecté ou le cathé
à 1 jour, à 2 jours, à 3 jours avant la chirurgie, il n'y a pas de différence. L'insuffisance rénale aiguë, son incidence ne va pas changer en post-opératoire. Faut dire que son incidence est déjà tellement élevée que c'était peut-être pas une étude très suffisamment forte, avec suffisamment de puissance avec 42 patients pour montrer une différence. Mais bon, c'est la seule qu'on a et donc ça peut nous rassurer pour dire qu'on peut quand même continuer à faire ces angiographies. Alors après, une diapo qui n'est pas tout à fait répond pas tout à fait à la question posée dans ce cours. Quand l'insuffisance rénale s'installe, évidemment, il ne faut pas attendre qu'on ait une surcharge hydrique très importante. Là, c'est la 20% de surcharge hydrique ou pas de surcharge hydrique du tout pour commencer un remplacement thérapeutique de dialyse. Et la surcharge hydrique, la FISPAT, pourquoi? Alors, pourquoi la surcharge hydrique est un facteur de risque d'insuffisance rénale? Alors, rappelez-vous, le rein, il est dans une coque rigide. Il a une capsule qui est inextensible. Alors, au niveau du glomérule, ça commence par une artère et ça se termine par une artère. Donc, la pression veineuse n'a aucune conséquence sur le débit de filtration glomérulaire, puisqu'elle se fait en vertu de la pression artérielle. Et comme ça commence avec une artère, ça finit avec une artère, la pression veineuse n'intervient pas. En revanche, la pression de perfusion de la médulaire, elle commence donc avec une artère, elle finit avec une veine. Donc si la pression veineuse est plus élevée, la pression de perfusion, qui est là donc la différence entre l'entrée et la sortie, elle va forcément baisser. En plus de ça, c'est un cercle vicieux qui s'installe. Plus la médulaire va souffrir, plus il y aura un syndrome inflammatoire qui s'installe, plus il y aura de l'œdème. Or, cette capsule, elle est inextensible. Donc, quand en plus il y a de l'œdème à l'intérieur du rein, la pression intracapsulaire va beaucoup augmenter. Donc, non seulement la pression de perfusion diminue parce que la pression veineuse a augmenté, mais en plus de ça, il y a une compression extrinsèque du fait de l'œdème qui s'est installé dans cette capsule incompressible, qui n'est pas qui se dilate pas. Du coup, à un moment donné, là, ça circule plus du tout. Donc, plus il y a de la surcharge hydrique, plus la pression veineuse centrale va augmenter. Il y a un cercle vicieux, plus le phénomène va être aggravé. Et ça va finir en ischémie des tubules rénaux. Et donc, on arrive à ce fameux diagnostic. On va s'attarder un peu. Donc, est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Moi, j'avais une question sur la pression artérieuse moyenne Oui. acceptée, la réduction du pression artérieuse moyenne acceptée pendant la La CLC, CC. oui. Et donc, est-ce qu'on peut accepter, parce que on sait jamais quand, moi, je sais jamais quand commencer une vasoconstricteur ou comme gérer les chutes de pression. Donc, si on accepte 30% de réduction par rapport au basal, ça peut aller. Oui, je Après, pense. si on Je pense. considère aussi Je lactate, pense. diurèse et tout Je ça. pense que 30% on peut accepter, mais voyez, au-delà de 40%, on commence à être dans la zone de risque. Mhm. Ok, merci. Alors, l'évolution de l'insuffisance rénale par ischémie-reperfusion, parce que c'est ça en fait notre sujet aujourd'hui, elle est assez classique, connue, ça prend 10 jours et ça finit par récupérer, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas une nécrose totale de vos tubules. Donc il y a une phase inflammatoire initiale et puis après, euh, au bout d'une dizaine de jours, ça finit, voilà, par la diurèse reprend normalement et les marqueurs, donc la créatine, parce que c'est ça que vous mesurez, mais elle va finir par se normaliser. Bon, alors voyons un peu ces définitions de l'insuffisance rénale. On a dit elle est basée sur des critères créatinine et critères débit urinaire.
augmentation de la créatinine de 50% ou diminution du débit de DFG de 25%, c'est le catégorie risque. Si ça augmente de 100% ou le débit de filtration diminue de 50%, c'est injury. Et si c'est 3 fois et diminution de la DFG de 75%, c'est failure, donc défaillance. Si le débit urinaire diminue à moins de 0,5 ml/kH pendant 8 heures, c'est risque. Si c'est pendant 16 heures, c'est injury, donc atteinte. Et si c'est moins de 0,3 pendant 24 heures, c'est failure, de défaillance. Bon, vous êtes d'accord qu'on ne va pas attendre ça. Vous êtes d'accord qu'on ne peut pas tolérer chez un enfant de 3 kilos d'attendre 8 heures à 1,5 ml/h d'urine. Je pense que personne ne fait ça dans notre petit monde. Donc ces définitions, elle vous servira surtout si vous voulez publier, mais elle ne vous servira pas dans la vie de tous les jours. L'augmentation de la créatinine, je vais vous faire la démonstration maintenant, je pense. Oui, elle est très tardive. Alors, là, c'est une étude adulte et qui s'intéresse à l'augmentation de la créatinine chez des patients post-chirurgie cardiaque. Et donc là, nous avons le nombre de patients et là, nous avons la mortalité durant les 30 jours selon l'augmentation ou la diminution de la créatinine en post-opératoire. Donc le zéro se situe là, ici. Donc là, 0, nous avons un pic, le maximum de patients sont heureusement pas de variation de la créatinine. Alors, ceux qui augmentent beaucoup leur créatinine, évidemment, ils vont mourir plus, mais il n'y en a pas beaucoup, heureusement. Et ce qui est surprenant de voir, c'est que ceux qui diminuent leur créatinine vont mourir aussi plus. Là aussi, il n'y en a pas beaucoup. Mais pourquoi? Parce que si la diminution de la créatinine voudrait dire que leur fonction rénale s'est améliorée, pourquoi est-ce qu'ils en sont morts? Eh bien, c'est parce que la diminution de la créatinine ne veut pas forcément dire que la fonction rénale s'est améliorée. La créatinine est très, très, très diffusible. Elle se dilue dans toute l'eau corporelle. On en a même dans les yeux. Partout, on a la créatinine. Et donc, lorsqu'on est en surcharge hydrique, donc lorsqu'on sort de la CEC œdémacié et qu'on pisse pas, paradoxalement, notre créatinine va baisser. Du coup, alors qu'on pisse pas et qu'on est anurique, et donc on est à plus de risque de décéder. La même chose, bien sûr, chez les enfants. Donc là, j'avais regardé la première semaine post-opératoire et la variation de la créatinine par rapport à la créatinine préopératoire. Le 0 étant là. Et donc la plupart des patients se trouvent dans ce groupe-là. Il y a une petite augmentation de 25%, donc ils font pas d'insuffisance rénale selon les critères Reifel, puisque ils n'ont pas arrivé à 50% d'augmentation. Et ils restent dans leur case jusqu'à la fin de la première semaine post-opératoire, où ils retrouvent pile poil leur créatinine pré-op. Donc c'est la majorité, heureusement. Et puis après, il y a un groupe de patients qui diminuent leur créatinine. Bah, là encore, ils sont pas forcément améliorés, parce que lorsque nous regardons le decreasing cluster, donc celui-ci, ce groupe-là, vous voyez qu'il y a quand même parmi eux qui ont nécessité la dialyse. Donc en fait, ceux-là, ils avaient en fait diminué leur créatinine. Alors pourquoi ils ont diminué leur créatinine? Parce que lorsqu'on a fait la CEC, voyez, vous vous souvenez, on a dit au cours de CEC qu'on les exsanguine, on transfuse pratiquement les nouveau-nés lorsqu'on leur fait une CEC longue. Or, dans ce qu'on leur apporte, dans le plasma, dans les culots globulaires, dans les plaquettes, tout ça, va pas y avoir beaucoup de créatinine. Donc en fait, on va diluer leur créatinine. En plus de ça, s'ils pissent pas après la CEC, ils vont se mettre en surcharge hydrique, ils vont diminuer encore la créatinine.
Alors que ceux qui augmentent la créatinine, c'est les plus catastrophiques, c'est ceux qui vont avoir besoin d'une fermeture sternale retardée, ECMO, dialyse, 47% de dialyse. Certes. Mais regardez, la créatinine, elle a augmenté au bout de 48 heures, enfin au bout de premier jour dans le cas très sévère. Et dans les cas peu sévères, elle augmente pas tellement. Mais ça met 48 heures pratiquement pour arriver au pic. Or, on va pas attendre 48 heures pour faire quelque chose. Du coup, la créatinine n'est pas un bon marqueur. Elle est trop diffusible, elle n'est pas spécifique en fait de l'insuffisance rénale, elle est aussi pas spécifique parce qu'elle est dépendante de la masse musculaire. Donc un petit qui arrive dénutri, bah, il va pas faire beaucoup de créatinine, même s'il fait l'insuffisance rénale. Donc on va pas vraiment s'en sortir avec la créatinine. Ça, malheureusement, elle nous servira juste à distance quand on fait le compte rendu pour dire oui ou non, il a été dans le groupe à risque ou pas. Donc, la plupart des réanimateurs pédiatriques finalement se contentent de la diminution du débit rénal et ont développé un neonatal rifle, donc des critères néonataux, vous voyez, avec quand même un débit urinaire un peu plus élevé comme seuil, parce que 0,5 était vraiment très bas. Mais c'est c'est très limitant parce que la diurèse est tellement multifactorielle, elle dépend des conditions de remplissage, de combien de diurétiques vous avez ramené, donc c'est assez imparfait. Et donc, regardons un peu ces nouveaux marqueurs. Alors malheureusement, comme je vous ai dit, ça a été très à la mode il y a 15 ans, maintenant c'est retombé. C'est retombé parce que ça n'a pas pris chez l'adulte, parce que l'insuffisance rénale de l'adulte est multifactorielle, et puis bah, du coup les industriels n'ont pas voulu investir dans quelque chose qui va être limité uniquement à quelques centres de chirurgie cardiaque pédiatrique. Donc c'est tombé. Mais c'était une excellente idée. Bon, donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme marqueur d'insuffisance rénale? Bah, on a beaucoup de centres et de nôtres aussi, hein, utilisons la créatinine qui est donc filtrée par le glomérule qui est là au-dessus, passivement et qui n'est pas réabsorbé. Alors après, il y a une filtration anormale des protéines plasmatiques parce qu'il y a une altération de la barrière glomérulaire. Donc le fait d'avoir une albuminurie est aussi un marqueur d'insuffisance rénale. C'est surtout un marqueur d'insuffisance rénale chronique parce que c'est là que le premier stade est une hyperfiltration glomérulaire. Alors après, on peut avoir une molécule qui n'est altération de la réabsorption tubulaire. Et donc là, c'est le cas de la cystatine C. La cystatine C a eu tendance à un moment donné de remplacer la créatinine parce qu'elle ne dépend pas de la masse musculaire. Et donc même les patients cachectiques avaient une bonne valeur prédictive lorsque la cystatine C augmentait. Le problème, c'est que ça continue à coûter trop cher et que le labo ne veut pas l'utiliser alors que la créatinine ne coûte rien. Et puis on a ces protéines tubulaires, donc qui sont beaucoup plus intéressantes dans notre spécialité. Tout ça, c'est utilisé dans l'insuffisance rénale chronique qui, elle, est une maladie du glomérule, alors que l'insuffisance rénale aiguë est une maladie du tubule. Et donc, dans l'insuffisance rénale aiguë, on a ces molécules inductibles par l'ischémie, libérées par la destruction endothéliale ou sécrétées par les cellules inflammatoires, comme était le cas de cette lipocaline sécrétée par les neutrophiles, ou alors l'interleukine 18. Alors, l'intérêt de cela, c'est que on les dose pas dans le sang, on les dose directement dans les urines, donc directement à la source, si vous voulez. Donc, les marqueurs de filtration glomérulaire qu'on a cités sont les marqueurs de fonction donc glomérulaire, les autres sont des marqueurs d'atteinte glomérulare, ce sont des marqueurs de lésion tubulaire. Alors, la lésion s'installe très vite, donc si on veut suivre, on peut utiliser ces marqueurs pour suivre chaque stade de l'atteinte rénale. Donc là, il se passe donc l'agression rénale, l'atteinte de la cellule tubulaire. Donc, on pourrait déjà 2 à 4 heures plus tard
monitorer ces molécules, mais malheureusement, on les a pas en pratique courante. Lorsqu'on arrive à la diminution de débit de filtration glomérulaire, c'est déjà tard, on est déjà 12-24 heures plus tard. Pourquoi? Ça voudrait dire que déjà, le tubule s'est nécrosé, il a précipité, il a obstrué la lumière du tubule, et donc la pression en amont a augmenté, et c'est uniquement là que le débit de filtration a commencé à baisser. Donc là, c'est là qu'on voit le débit urinaire baisser, mais c'est déjà un peu tard. Et là, on va avoir donc les critères de diurèse de la classification qu'on va pouvoir utiliser. Et puis, si l'atteinte a avancé, 2-3 jours plus tard, on va avoir la créatinine, la fameuse, qui va augmenter. Et ça, c'est donc un marqueur d'atteinte glomérulaire tardive, donc. Alors que les marqueurs tubulaires, ils montent à 2 heures, 6 heures pour CEC, on a déjà des valeurs prédictives positives. Mais malheureusement, voilà, comme j'ai montré tout à l'heure, juste après CEC, c'était déjà significativement élevé, mais ça n'a pas pris. Alors, il y a une autre chose qui a pris un temps et puis c'est retombé. C'est un concept qui est très très innovant mais malheureusement, il paraît qu'il y a eu quelques magouilles. C'est même un test qui a été accepté par l'FDA. Et puis du fait de ces magouilles qu'on a découvert un peu tardivement, il y a eu tellement mauvaise presse que c'est fini, il est tombé et plus personne ne l'utilise. Ça s'appelle le NephroCheck. Alors comment il est fait? Lorsqu'une cellule endothéliale tubulaire est agressée, elle est lésée, il y a des protéines normalement constitutives dans notre corps qui vont être sécrétées pour arrêter que cette cellule se multiplie, parce qu'on ne peut pas multiplier les cellules anormales. Et donc ça s'appelle les protéines de cell cycle arrest, donc qui arrêtent le cycle cellulaire. Et ce sont des protéines qui nous protègent. Donc ils ont des noms à coucher dehors, donc je vais même pas essayer vous les citer. Et donc utiliser 2 de ces molécules et faire le produit des 2 augmente la valeur prédictive de test au carré. Donc le test sera très puissant. Comment on va l'interpréter? Si il y a une augmentation de la concentration de ces protéines dans les urines, c'est encore un marqueur urinaire donc très élégant. Ça voudrait dire qu'on est à risque d'une atteinte tubulaire. Il y a déjà des cellules tubulaires qui ont été endommagées, et donc du coup il faut faire quelque chose. Alors chez l'adulte, il y a eu des publications dans des très très grosses revues, ce qui fait que l'FDA a accepté que le test soit homologué, mais sauf que ça a coûté énormément, ça a produit quelques milliardaires encore aux États-Unis. Chez l'enfant, très peu d'études et ça a marchouillé, vous voyez, l'odoration n'est pas fantastique, mais bon, l'air sous la courbe non plus, mais bon, quand même. Mais c'était des enfants, voyez, là, c'était, ceux-là, ils étaient 6 mois en moyen, ceux-là, ils avaient 1 an et demi, 3 ans. Bon, pourquoi pas. Alors, c'était très élégant parce que du coup, on faisait le NephroCheck, une goutte d'urine là, et là, on avait le résultat. On pouvait le faire 2 à 4 heures plus tard dès la sortie donc de la CEC, et on pouvait tout de suite dire celui-là, il va faire, l'autre ne va pas faire l'insuffisance rénale. Sauf que, bon, ça n'a pas pris. Moi, je l'ai testé chez les nouveau-nés et les nourrissons. Et ce que j'ai observé surtout, c'est que plus on était petit, moins on en avait de base. Donc avant même la CEC. Et puis donc après CEC, ceux qui étaient très petits, donc les nouveau-nés, faisaient un tout petit augmentation, et ceux qui étaient un peu plus grands faisaient une augmentation un peu plus grande. Mais je n'ai pas, pardon, j'ai supprimé la diapo, je n'ai pas trouvé de valeur prédictive pour l'insuffisance rénale. Il faisait l'insuffisance rénale, oui ou non, indépendamment de ce petite augmentation du NephroCheck.
Mais pour moi, la trouvaille la plus importante de mon étude observationnelle, c'était ça. C'est que plus on est petit, moins on en a, et moins on en fait, même si notre rein est agressé. Or, ces cellules, ces protéines, ce sont des protéines qui nous protègent, puisqu'ils arrêtent la multiplication des cellules atteintes anormales. Donc ça voudrait dire, peut-être, c'est mon hypothèse, mais personne n'a fait de commentaire au papier, que le nouveau-né, n'étant pas capable d'en sécréter, il est peut-être moins protégé contre l'insuffisance rénale, et donc c'est peut-être pour ça qu'il en fait plus. Voilà. Mais bon, c'est mon hypothèse et j'ai pas eu d'écho. Alors, il y a eu beaucoup de publis sur ces marqueurs, et puis après ça a commencé à baisser parce que finalement l'industrie n'a pas suivi. Et aujourd'hui, j'avoue que je n'ai même plus trop suivi. En tout cas, les sociétés savantes continuent à dire qu'il faut mettre du pognon, qu'il faut continuer à les étudier, les utiliser et les intégrer dans les algorithmes diagnostiques que pour l'instant, c'est toujours pas fait. Alors, on va rester simple. Si on ne sait pas faire le diagnostic, on va quand même essayer l'éviter. On sait que c'est un manque d'oxygénation rénale durant la CEC, donc on va essayer de monitorer l'oxygénation rénale durant la CEC. Alors, comment? Les index globaux, bien sûr, sont obligatoires durant toute CEC. La DO2 n'est pas obligatoire, mais espérons qu'un jour le sera. Mais même ceux-là ne sont pas un reflet de la oxygénation des rénales, ils sont un reflet d'oxygénation globale. Les deux qui sont un reflet de l'oxygénation rénale, c'est la NIRS rénale et la PO2 vésicale, et on va revenir un tout petit peu là-dessus. C'est extrêmement simple de mettre un capteur de NIRS dans la fosse lombaire d'un nouveau-né. Le rein est juste sous la côte. Il faut la mettre bien sûr à droite parce que c'est le rein droit qui est un tout petit peu plus bas, donc il est moins caché par les côtes. Et donc, ça coûte juste le prix du capteur de NIRS et ça suit de très très près l'évolution de l'oxygénation rénale. Donc pour moi, il y a pas photo. On devrait tous faire ça. Et donc, voyez une étude allemande qui vous montre comment varie la NIRS voilà, c'était les temps de CEC là en minutes, c'est très parlant. Et une diminution de NIRS de supérieure à 25% durant la CEC était donc prédictive de l'augmentation post-opératoire de la créatinine dans cette population. Alors, on peut soit l'exprimer comme diminution en dessous de 65%. Pourquoi 65%? Vous vous souvenez, on a dit que le rein, globalement, consommait très peu d'oxygène et que la NIRS rénale normale était de 90. Donc, lorsqu'on est à 65, on a déjà beaucoup augmenté la consommation d'oxygène du rein. Donc, ça voudrait dire qu'on l'a déjà pas très bien perfusé. Donc, 65, c'est une limite raisonnable. Ou alors une diminution de plus de 25% par rapport à la base. Donc on peut l'exprimer d'une façon ou d'une autre, mais dans les deux cas, c'était prédictif de l'insuffisance rénale. Et donc là, je reviens avec la diapo que je vous ai déjà montrée. Mettez une NIRS cérébrale, une NIRS somatique, donc mettez-la sur le rein droit et suivez ce gradient. Et dès qu'il diminue, voire s'inverse, vous savez que votre rein n'est pas perfusé. Là encore, ça nous rappelle la diapo que j'ai montrée. L'autorégulation de la circulation cérébrale est maintenue à des pressions plus faibles que l'autorégulation de la circulation rénale. Donc, le rein va souffrir, en cas de bas débit, beaucoup plus vite que le cerveau. Donc, ce gradient va être imbattable, je dirais. Et donc, après, il y a un concept nouveau, c'est la PO2 urinaire. Alors ça serait nickel si on pouvait la faire, mais pour l'instant, ce sont des histoires de construction et de pognon, bien sûr. Ce sont des cathéters qui s'insèrent dans la sonde urinaire, donc il n'y a pas besoin d'un sondage particulier, mais qui pour l'instant sont extrêmement fragiles et qui nécessitent des calibrations répétées. Et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé mieux.
Alors, c'est basé sur quoi? Donc ça, vous voyez, c'est une étude microscopique électronique, bien sûr. Vous voyez la dimension. Regardez comme c'est proche le tubule rénal de la vasa des vasa recta. Donc la PO2 des vasa recta, et comme l'oxygène est très diffusible, eh bien la PO2 d'ici est probablement identique à la PO2 dans les urines du tubule. Donc en monitorant la PO2 des urines dans la vessie, parce qu'on ne peut pas aller dans le tubule, qui est forcément très similaire à celle du tubule, on a indirectement la PO2 des vasa recta. Donc ça, ce serait génial, parce que en plus, la variation serait immédiate. Vous saurez immédiatement quand votre tubule n'est plus perfusé, plus oxygéné correctement. Et donc, évidemment, avec très très bonne corrélation entre lorsque ça a été mesuré de facto dans les études animales. Et donc, toujours des études expérimentales humaines, bien sûr, qui ont montré que ça suit, là c'est la PO2 urinaire, ça suit de manière, ça bouge très vite, donc il n'y a pas d'inertie, il y a, c'est un très très bon moyen de monitorage. Et regardez comment ça baisse en CEC. Donc ça c'est pré-CEC. L'oxygène, le rouge, c'est la pression moyenne. L'oxymétrie cérébrale est en bleu. La SPO2 est en vert. Et oui, bon, bien sûr, l'oxymétrie cérébrale est de côté. Et durant la CEC, tout de suite, la PO2 urinaire baisse. Et alors, elle baisse à 20. On a dit qu'à 20, c'est les tubules, la partie superficielle des tubules rénales est encore acceptablement perfusée puisque elle fonctionne à ce niveau de PO2. Mais vous voyez, les variations sont très aiguës, donc ça voudrait dire que c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Question jusque-là. Alors, il est déjà midi, donc je vais accélérer un tout petit peu. Question jusque-là. Donc, comment prévenir? Avoir une bonne DO2 durant la CEC, puisque le problème se passe durant la CEC. Alors, ça revient à la question, quelle est la DO2 critique des enfants et des nouveau-nés et des nourrissons? Que pour l'instant, on ne connaît pas encore très bien. Le même Ranucci qui a mené cette étude, Goal Directed Perfusion, menée par monitoring du DO2. Et donc, du coup, ceux qui ont ce monitoring de la DO2 font moins d'insuffisance rénale. Alors, Goal Directed, c'est les rouges, que ceux qui n'ont pas ce Goal Directed Perfusion. Et puis, il n'a toujours pas expliqué pourquoi le stage 3, finalement, l'insuffisance rénale sévère, il n'y a plus de différence. Moi, je dirais que c'est parce que c'est fait chez l'adulte et que lorsqu'ils sont quand il y a des comorbidités multiples, c'est ceux-là qui font l'insuffisance rénale grave. Et à ce moment-là, le Goal Directed ou pas, ça suffit pas. Donc là, c'est ce qu'on vient de dire. Maintenir une pression de perfusion en CEC de au moins 60% de ce qui devrait être idéalement. Lorsqu'on fait de l'hypothermie, réchauffer très progressivement, éviter de ne pas injecter à plus de 37 et ne pas réchauffer à plus vite que 0,5 degrés par minute. Donc ça, ce sont des recommandations qui sont très clairement établies maintenant, qui ne sont pas discutées. Éviter l'anémie, mais en même temps, sachez que les transfusions aussi sont à risque augmente le risque d'insuffisance rénale. Donc du coup, utilisez des petits circuits où vous ne rendez pas les enfants trop anémiques et vous ne transfusez pas non plus trop. Utilisez que des produits frais en pédiatrie, là on l'a déjà dit. Et se pose la question de débit pulsé.
des théories, ça a été lorsque vous mettez l'enfant en CEC, le débit n'est pas pulsé et c'est ça qui fait que l'oxygénation rénale est moins bonne et c'est pour ça que la médulaire souffre dès que vous êtes parti en CEC de suite. Et alors, ils ont fait euh, la comparaison avec ce qui se passe au niveau cérébral, car il y a eu une constatation comme quoi la NIRS cérébrale, elle est beaucoup plus stable lorsque vous utilisez un débit pulsé que lorsque vous n'utilisez pas un débit pulsé, et que probablement qu'au niveau du rein, c'est la même chose. Mais le débit pulsé n'a pas beaucoup pris en fait pour l'instant. Ce sont des études animales surtout. Il n'y a jamais eu, il y a une seule équipe à ma connaissance qui travaille sur le débit pulsé. C'est toujours les mêmes qui publient. C'est un gros labo avec beaucoup d'animaux pour l'expérimentation. Sur l'humain, pour l'instant, ça n'a pas été démontré. Donc, le débit pulsé, il y a des industriels qui sont mis à faire le débit un tout petit peu pulsé sur les CEC. Bon, nos perfusionnistes se sont amusés à faire le débit pulsé. Ça a énervé les chirurgiens parce que du coup, ils avaient l'impression que tout pulsait dans le champ et que du coup, comme c'était eux les maîtres du jeu qu'il fallait qu'ils opèrent et qu'ils soient pas énervés, bah, ça a été un peu laissé à l'abandon. Alors, les vasodilatateurs rénaux, il n'y a pas photo, ils diminuent le risque d'insuffisance rénale chez l'enfant. Donc là, c'était en l'occurrence le phénoldopam. C'est une étude menée à Rome, à Bambino Gesù, et qui montre très clairement qu'il y a moins d'NGAL, c'est le même marqueur qu'il a utilisé, lorsque on donne le phénoldopam que lorsqu'on ne le donne pas. Et donc la même chose a été montrée aussi avec le dexmédetomidine. Ça donne, il y a moins d'insuffisance rénale. Ça a été donné en post-opératoire, donc c'est pas tout à fait le même design, mais ça, indirectement, intuitivement, on peut penser que c'est la même chose. Dès que vous donnez quelque chose qui vasodilate le rein, il y a moins d'insuffisance rénale, forcément. Alors, le bicarbonate, on l'a dit, ça alcalinise l'intérieur, donc le contenu du tubule rénal, et donc ça devrait diminuer réduire le risque de précipitation de l'hémoglobine libre. Donc des doses assez importantes de bicarbonate qu'ils ont donné, mais à ma connaissance, c'est à peu près les seuls qui l'ont fait, ça n'a pas vraiment pris. Nous, on a essayé un équerre donné, mais on avait du mal à recueillir, à convaincre les infirmières à mesurer les pH urinaires. Ça a été un tout petit peu abandonné, mais c'est vrai, ça coûte rien du tout, franchement, de le faire. Et à Maryland Long, dès qu'il y a un hémolyse macroscopique, on continue à donner du bicarbonate. Alors d'autres stratégies, bon, je vais pas me retarder pour l'instant, il y a pas beaucoup de preuves dans la littérature. Alors il y a une chose qui pourrait être prometteuse, donner du LNO, et donc ça c'était fait chez les humains, donc une très grosse étude dans une très grosse revue. Donc donner de LNO par le biais de l'oxygénateur en CEC, et puis dès que la CEC était terminée, continuer le NO par le biais de la sonintubation jusqu'à l'extubation du patient, bien sûr. Donc en noir, les patients contrôle, en blanc, les patients sans NO. Et donc là, ils ont regardé le taux de disparition de l'ANO dans le plasma. En fait, c'est une mesure qui est faite notamment lorsque dans les études qui ont été faites pour montrer que l'hémoglobine libre était un chélateur du NO. Bah, c'est parce que en fait la disparition de l'NO dans le plasma a été accélérée par la présence de l'hémoglobine libre. Donc c'est ça, c'est le même marqueur qui a été utilisé. Et le résultat est phénoménal. Pour l'instant, je n'ai pas vu d'étude qui a retrouvé les mêmes résultats. Pardon, je vais brancher mon ordi. Là, c'est une étude adulte. Le risque d'insuffisance rénale aiguë durant la première semaine post-op diminue de 22%. Et c'est très significatif. Et surtout, le risque d'insuffisance rénale chronique grave un an plus tard diminue de 41%. Là aussi, extrêmement significatif.
Et là, c'est le seul produit qui a montré une telle efficacité. Maintenant, le NO est très cher, très difficile à manier. On attend un peu plus de preuves avant de commencer à l'utiliser. Et puis après, j'ai plusieurs diapos avec des méta-analyses qui ont utilisé toutes sortes d'autres produits. Le phénoldopam, oui, ça marche. On voit que l'odeur ratio, il est du bon côté et ne croise pas la ligne 0. Le AMP, donc encore un vasodilatateur rénal, ça marche aussi. Le BNP, bon, marche. Alors, tout ce qui est vasodilatateur rénal marche. Les diurétiques, non. L'eau ratio est de mauvais côté. Les diurétiques aggravent le risque de survenue de l'insuffisance rénale. Et l'anacétylcystéine, qui était à un moment donné donné chaque fois quand on faisait une angiographie pour diminuer, soi-disant, le risque de toxicité tubulaire des produits de contraste, bah finalement, n'a pas marché. Le risque de recours à la dialyse lorsque on l'utilise à titre préventif. Là encore, on en a les vasodilatateurs rénaux qui marchent, le diurétique qui ne marche pas et l'anacétylcystéine qui ne marche pas. L'effet estimé sur la mortalité lorsqu'elle est donnée à titre préventif, alors là, rien ne marche, rien ne change la mortalité. Et on va s'orienter vers le traitement vu qu'il est déjà assez tard. Encore des produits pharmacologiques, des vasodilatateurs rénaux, ils marchent dans une méta-analyse. Et puis, je vais un tout petit peu m'arrêter sur ces diapos qui est en fait très très déprimante. C'est que en fait, on s'est rendu compte sur des études nécropsiques, donc là c'est adulte, enfant, que en fait le capital glomérulaire est défini pour chaque individu et il est corrélé au poids de naissance. Donc comme on a un capital néphronique, pas uniquement glomérulaire, néphronique à la naissance et que le rein ne régénère pas et comme on en perd des néphrons, comme on perd des neurones régulièrement et tout le temps au cours de notre vie, bah, ça voudrait dire que bah à la naissance, c'est déjà les dés sont déjà tirés et c'est que il y a une prédestination à ceux qui vont faire une insuffisance rénale crue s'ils vivent suffisamment longtemps et les autres qui vont en faire peut-être un peu moins sévère. Donc c'est triste après toutes ces années d'études de finir avec cette conclusion. Le nombre de néphrons par rein, il est variable entre 200 000 et 2,5 millions. Et voyez, le nombre de glomérules comptés sur des nécropsies chez les adultes qui connaissaient leur poids de naissance. Voyez, c'est une corrélation qui est très très claire. Et chez les nouveau-nés, bon, chez les enfants, il y a moins de patients, mais la corrélation est extrêmement nette aussi. Voilà, donc ça c'est peut-être un message à adresser aux obstétriciens, essayer à tout prix éviter la prématurité des enfants parce que ils naissent avec moins de glomérules et donc du coup c'est probablement que les prématurés sont plus de risque d'insuffisance rénale durant leur vie. Voilà. Alors après, lorsque il y a plus de duresse, que le patient est en surcharge, il y a plus grand chose à faire. Il faut utiliser des moyens d'épuration extra-rénale. Il y a trois types, grandes classes d'épuration extra-rénale, la dialyse péritonéale, les épurations véno-veineuses et puis l'hémodialyse intermittente. L'hémodialyse intermittente, on va pas en parler. Nos patients sont dans des situations hémodynamiques trop précaires, ils peuvent pas tolérer une extraction volémique comme ça, brutale, intermittente pendant quelques heures et puis plus rien. Donc on va plutôt chez les petits enfants utiliser la dialyse péritonéale et chez les plus grands des moyens de hémofiltration ou hémodialyse continue. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ces diapos, il est un peu tard maintenant.
La dialyse péritonéale, et la correction n'est pas très rapide malgré ce que j'ai écrit, mais peut corriger rapidement une hyperkaliémie, peut corriger une surcharge hydrique modérée, et surtout, son grand avantage, c'est qu'elle est très très facile à mettre en œuvre, avec très peu de contre-indications. Les grandes contre-indications, c'est les défauts de parois, les infections digestives, l'entérocolite nécrosante, lorsque le patient a déjà une déviation ventriculaire péritonéale pour une autre raison. Et puis, chez les patients qui sont un peu vides, ça peut être un peu mal toléré lorsque vous remplissez le péritoine parce que ça comprime le retour veineux systémique. Alors, les moyens d'épuration véno-veineuse continue sont l'idéal, mais le problème, c'est qu'il vous faut un accès veineux. Un accès veineux qui est de très bon calibre, et donc chez un nouveau-né, c'est assez invasif. Donc moi, à Necker, on faisait beaucoup de dialyse péritonéale et finalement, on était très contents chez les nouveau-nés. Là, bien sûr, la correction est extrêmement rapide, ça vous enlève l'OAP en quelques heures, et ça, malheureusement aussi, il y a besoin de anticoaguler. Donc lorsque vous avez des problèmes de coagulopathie de saignement, c'est un peu casse-gueule. Alors, ça n'avance plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, et donc moi, je vais plutôt plaider en faveur de la dialyse péritonéale, puisque on parle ici surtout du petit enfant, hein, pas du petit adulte. Donc, chez le nourrisson de moins d'un an, la dialyse péritonéale marche très bien. Elle assure une ultrafiltration d'environ 4 ml/h chez le nouveau-né et jusqu'à 3 ml/h chez le nourrisson, qui est largement suffisant, puisque c'est leur débit urinaire idéal, donc c'est parfait. La clairance de la créatinine est suffisante. Rappelez-vous qu'on a dit qu'un nouveau-né né avec une clairance à 4-5 minutes indexée au surface corporelle, donc 2 à 20, ça lui suffit largement aussi. Et puis, on a très peu de complications graves. Il y en a une tous les 25 jours de dialyse péritonéale. Donc, franchement, c'est raisonnable par rapport à un accès véno-veineux où là, les complications c'est beaucoup plus agressif. Alors, on avait des indications de dialyse à Necker qui étaient très strictes, mais finalement, on est un peu revenu dessus. Bon. Mais puisque il faut donner des indications, voilà, à un moment donné, on était carrément 4 heures de moins de 2 ml/h de diurèse, surcharge hydrique, bas débit et complications métaboliques de type hyperkaliémie, acidose, étaient déjà des indications de commencer la dialyse. Et puis, on l'a commencé la plus tôt possible parce que lorsqu'on est retourné en arrière et qu'on a vu sur 9 ans ce qu'on avait fait, on s'est rendu compte que ceux qui avaient été mis en dialyse très tôt, à J0 ou J1, ils survivaient mieux que les autres où on avait attendu et qui, eux, avaient été mis en dialyse à partir du 2e jour. Et donc, évidemment, on les mettait en dialyse très vite. Alors, question jusque-là, pardon, là, ça a été un peu rapide pour la dialyse. Mais je voudrais quand même vous parler, même si c'est que 5 minutes, de l'insuffisance rénale chronique, car ça a été un sujet qui a été négligé pendant très longtemps, jusqu'en 2008 où il y a eu cette étude bouleversante dans Circulation. C'est une étude observationnelle chez des adultes porteurs de cardiopathie congénitale, opérés ou pas opérés. C'est une étude qui s'est faite à Londres. Et c'était simplement mesurer le taux de créatinine des adultes qui étaient admis pour n'importe quelle raison avec cardiopathie congénitale adulte, donc aux urgences de cet hôpital, donc le Brompton, et qui étaient ensuite suivis durant les quelques années et qui a montré qu'en fait, il y avait parmi ces patients déjà des patients qui étaient atteints d'une insuffisance rénale chronique, alors qu'ils avaient en moyenne l'âge de 36 ans, donc jeunes adultes cardiopathes,
et que parmi eux, 72% avaient, non, pardon, pas 72 parmi les plus graves, mais parmi eux, il y avait déjà un pourcentage non négligeable qui avait des diminutions très significatives de débit de filtration, donc des insuffisances rénales chroniques. Et ceux qui avaient des insuffisances rénales chroniques sévères avaient plus de risques de mortalité dans les années de suivi, donc dans les 3 ou 5 années de suivi, je ne sais plus combien ils les suivaient, avec des odds ratios de 3, donc 3 fois plus de risque de mortalité, de mourir de quelle qu'elle soit comme cause dans les 3 années à venir si on a une insuffisance rénale stade 3. Bon, c'était un grand bouleversement dans le suivi des cardiopathes congénitales adultes, puisque jusque-là, personne ne s'intéressait à leur fonction rénale. Et ceux qui étaient les plus atteints d'insuffisance rénale chronique, c'était les patients qui avaient un syndrome d'Eisenmenger, le docteur Lévy vous a déjà expliqué. Donc, ceux qui avaient des défaillances ventriculaires droites. Donc, ceux qui avaient des pressions veineuses centrales, donc une congestion rénale de cette fait-là. Alors après, chez les Eisenmenger, il y a d'autres raisons d'avoir une insuffisance rénale chronique. Il y a aussi la polyglobulie. Mais en tout cas, à partir de là, donc le monde s'est un peu c'est un peu réveillé et on a commencé les suivre sur le plan rénal aussi. Alors, comment on estime la fonction rénale, donc la fonction glomérulaire, parce que c'est ça, l'insuffisance rénale chronique, c'est une atteinte glomérulaire. C'est avec des équations en prenant en compte la créatinine. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus indiqué de aussi utiliser la cystatine C parce que la créatinine est trop dépendante de la masse musculaire. Souvent, ces patients-là sont pas en très bon état, ils font pas beaucoup de sport et donc du coup, la créatinine peut être faussement basse et sous-évaluer la vraie incidence de l'insuffisance rénale chronique. Donc la cystatine C serait plus adaptée. Et donc, il y a aussi ce critère-là. Et le deuxième critère, c'est l'albuminurie. Parce que le premier stade de l'insuffisance rénale chronique, c'est une hyperfiltration glomérulaire pour compenser la perte glomérulaire. Et à ce moment-là, l'albumine passe et on la retrouve dans les urines. Et donc, avec des stades, en vert, on est parfait, en jaune, on est au risque, en orange, on est au risque élevé, et en rouge, on est signe d'alarme, on est très mal, very high risk of kidney injury. Et donc, évidemment, il faut se situer là, donc avec un débit de filtration supérieur ou à 60 et avec une albuminurie inférieure à 30 milligrammes par gramme de créatinine. Et donc, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui pour classifier. Alors, il y a la cyanose, la viscosité sanguine, donc du fait de la polyglobulie, augmentation de résistance vasculaire du rein, hyperfiltration glomérulaire, défaillance du ventricule gauche, donc syndrome cardio-rénal, défaillance du ventricule droit, donc augmentation de la pression veineuse centrale. Tout ça se contribue donc à cette atteinte chronique du rein. Bon, cette diapo repart de la même chose. Simplement, la question qui s'était posée, bien, si à 36 ans, ils ont déjà parmi eux beaucoup, notamment les Eisenmenger, 72% avaient déjà des DFG très bas, à partir de quand faut-il les monitorer? Et donc à Necker, on avait aussi posé cette question et on a pris les adolescents et préadolescents qui venaient en consultation de suivi tranquille de leur cardiopathie, opérée ou pas, en cardio congénital. Et puis on a voulu inclure 400 patients pour avoir une estimation très précise de l'odds ratio et tout ça. Et bon, au bout de 100 patients, on a trouvé 0 qui avait une altération du débit de filtration glomérulaire et 0 qui avait une albuminurie. Et donc, on est arrêté à 100 ou 110, je sais plus. Donc, c'est un peu plus tard.
que ça commence. Donc, c'est encore un travail à faire de comprendre à partir de quand il faut vraiment les suivre, mais il faut pas attendre 36 ans parce que là, ils sont déjà un peu atteintes. Voilà. Donc, j'ai fini mon marathon. J'ai pas dépassé trop. C'est une complication sévère de la chirurgie cardiaque. Il y a ces nouveaux marqueurs qui permettent un diagnostic précoce, mais faut-il encore qu'on convainque les industriels de nous les rendre un peu plus accessibles. Il faut miniaturiser les circuits de CEC. Pour l'instant, en pédiatrie, c'est vraiment ça qui a fait la différence. En éclair, dès qu'on est passé à des petits circuits, au lieu de transfuser 2 kilos sur une transposition, on transfusait un seul. On avait eu beaucoup moins d'insuffisance rénale. Le traitement reste conservateur. Moi, je dirais, c'est surtout la prévention qui est importante. Et